Après la pause, urgence climatique, nos petits-enfants et leurs enfants ont-ils des droits? Quand on pense à nos droits fondamentaux, on pense souvent au droit d'aller et venir librement, au droit de vote. Mais il existe également des droits plus récents qui n'étaient pas inscrits dans les premières déclarations des droits de l'homme. Par exemple, le droit à un environnement sain. Avec les bouleversements climatiques que nous vivons, une nouvelle jurisprudence est en train de s'écrire un peu partout à travers le monde. On a hypothéqué leur avenir, on a hypothéqué leur santé, on a hypothéqué leur planète. C'est les jeunes qui vont décider qu'on va sauver la planète. Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. Si on raisonnait à l'échelle d'une famille, comme on raisonne au jour d'aujourd'hui à l'égard de la planète et des générations futures, ce serait inacceptable. We just had the hottest July on record. C'est quand on voit cette petite planète depuis l'espace, à la fois notre communauté de vie, mais aussi notre communauté de destin. Émilie Gaillard est juriste. Elle suit de près les jeunes qui prennent d'assaut les rues. Les nouvelles générations sont nées avec cette conscience écologique. Ils savent, c'est des questions de bon sens, que leur avenir est en jeu avec le climat. Et donc les jeunes se mobilisent à travers la planète, y compris au nom des générations futures, en demandant de protéger le climat. Greta Thunberg, la jeune Suédoise devenue aujourd'hui figure de proue de ce mouvement planétaire, est certes la plus connue. Mais ses revendications s'inscrivent dans un courant qui s'est accéléré au cours des dernières années. Non seulement on sort dans la rue, mais on réclame aussi, devant les tribunaux, plus d'action climatique. Une des affaires qui marque un jalon dans cette nouvelle justice climatique se déroule aux Pays-Bas, l'un des endroits les plus menacés par la hausse du niveau des mers. Elle a fait l'objet d'un documentaire. En daarmee bouwen we nu al dag na dag onze carbonschuld op. Met die schuld zadelen we onszelf en onze kinderen en kleinkinderen op. En 2013, un avocat, Roger Cox, se lance dans un procès à l'issue incertaine. Il défend plus de 800 citoyens néerlandais unis sous la bannière d'une fondation environnementale. Après une saga de plusieurs années, ils remportent une bataille judiciaire contre leur propre gouvernement. De rechtbank beveelt de staat dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020 zal zijn gereduceerd met ten minste 25% ten opzichte van het jaar 1990. Dan kom ik... Pour assurer la protection de la vie sur le long terme, le gouvernement des Pays-Bas est légalement tenu de respecter ses engagements et de réduire les émissions polluantes du pays. C'est historique. Cela a ouvert la voie à plus de milliers d'actions en justice climatique qui sont actuellement à l'œuvre à travers le monde. Mais le combat n'est pas gagné. Depuis le verdict de 2015, l'État néerlandais a porté 2 fois la cause en appel. Elle est toujours devant les tribunaux. Aujourd'hui, des poursuites similaires sont en cours dans des dizaines de pays, incluant le Canada. La cible adoptée par le gouvernement canadien est nettement insuffisante pour nous protéger des pires impacts des changements climatiques. Au nom des jeunes de 35 ans et moins et des générations futures, l'organisme Environnement Jeunesse a déposé l'an dernier une demande d'action collective contre Ottawa. Selon les plaignants, le gouvernement canadien, qui ne rencontre pas ses propres objectifs de réduction de gaz à effet de serre, viole leur droit à la vie et à un environnement sain. Ces poursuites avancent, en partie du moins, en territoire inconnu. Quand vous regardez, en fait, le droit, il est fait pour protéger les hommes actuellement vivants d'un divorce, un accident de voiture, mais pas pour protéger l'environnement, pas pour protéger les générations futures, c'était hors cadre. Avec les actions en justice climatique, il y a vraiment une métamorphose du droit, de ses logiques, de sa manière d'être mise en œuvre. Donc, avant, on faisait une sanction, il y avait un fait dommageable, une responsabilité, et on payait. Là, on est hors de ces cadres-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mobiliser l'action des États pour protéger l'avenir, pour protéger le climat. C'est complètement nouveau. D'un droit qui s'intéresse à l'ici et maintenant, on passe à un droit qui s'ouvre sur l'avenir et sur les générations futures, auxquelles nous portons déjà préjudice en détruisant l'environnement.
Et c'est aux Philippines que les bases de ce nouveau droit ont été jetées il y a près de 30 ans. En 1993, Tony Oposa est jeune avocat et il se rend compte que les permis d'exploitation des forêts sont nombreux. Il ne restait plus que 800 000 hectares de forêts vierges aux Philippines. À l'époque, les coupes forestières n'ont lieu que dans les forêts vierges et à une vitesse vertigineuse, 120 000 hectares par année. Il fait alors un calcul simple. Mon fils aîné n'avait alors que 3 ans. Quand il aura 10 ans, il ne restera plus de forêt. Est-ce que c'est ce genre de monde que nous voulons laisser à nos enfants? Et il s'est dit, il faut qu'on arrête cela. Et pour arrêter cette déforestation massive, il a introduit une action en justice au nom des générations futures pour arrêter cette déforestation. Les plaignants dans l'affaire sont notamment ses 3 enfants et 43 autres petits Philippins. Ensemble, ils représentent des générations de jeunes qui ne sont pas encore nés. Alors, ça n'a pas été immédiatement accepté, mais il a été audacieux. Il est allé jusqu'à la Cour suprême des Philippines. Et cette affaire a atterri sur le bureau d'un jeune juge et qui a dit effectivement, toutes les raisons recommandent d'arrêter une déforestation, il faut préserver ce patrimoine. Et il a ouvert la voie vers l'action en justice au nom des générations futures. Et c'est la première affaire au monde qui a été remportée en ce sens. Dans cette affaire, il n'était pas seulement question de précieuses forêts vierges. L'accès à l'eau, le droit à un environnement sain, le droit à la santé étaient tous interpellés. Des droits fondamentaux. Si on empêche les générations futures d'avoir de l'eau propre, elles n'ont plus de droit à la vie. Le droit à la santé des générations futures, c'est quoi? C'est le droit de naître sans avoir des produits chimiques dans son corps, le droit de naître sans être contaminé. Or, naître sans être contaminé est déjà aujourd'hui pratiquement impossible. Nous avons tous des résidus de produits chimiques dans le sang. Et c'est ça qui, une fois, qui est révoltant en fait. On se dit c'est pas normal au final, cette impunité, cette pollution systématique du vivant. Ce nouveau droit qui s'élargit sur l'avenir ouvre peut-être une porte. Les fabricants de certains produits chimiques, les pesticides notamment, qui se retrouvent dans l'eau parfois des années après leur interdiction, pourraient s'exposer à des poursuites. Il est tout à fait possible d'imaginer, par exemple, pour certaines molécules très précises, on peut citer l'atrazine, on sait qui a mis l'atrazine dans le marché, on sait que ce polluant reste encore persistant dans l'environnement. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas agir en décontamination de ce type de produit-là. C'est aux avocats aussi et à la société civile d'aller mobiliser maintenant sur cette santé humaine durable auprès des tribunaux. Et ce qu'on a vu dans les actions en justice climatique, on pourrait très bien le voir de manière durable devant les tribunaux pour la protection des terres en matière d'alimentation durable. Mais Émilie Gaillard se garde bien de jeter le blâme sur les agriculteurs qui utilisent ces produits. À l'heure où de plus en plus de méthodes alternatives existent pour faire une agriculture plus saine, ce qu'il manque selon elle, c'est un signal clair de nos politiciens. On a déjà énormément d'indicateurs et de savoir en matière d'agroécologie. On a la voie qui est ouverte, il faut une véritable volonté politique pour y aller. Et vraiment, ça va de pair avec le droit des générations futures, complètement. Quand vous dites une volonté politique, je vous parlais de soutien, j'imagine, aux agriculteurs pour faire une transition. Oui, parce que, étonnamment, l'argent va pour de l'agriculture où on met des intrants chimiques, où on tue la terre. Il faudrait que ces aides publiques aillent pour la santé publique et donc pour financer la transition. On demande énormément à nos agriculteurs, à qui on doit beaucoup, mais il faut aussi les aider pour cette transition. On sait que nos terres meurent, on sait que cela tue la biodiversité. Donc il y a une révolte des sentiments et cette jeunesse, avec cette conscience écologique, elle se sent prête pour mobiliser les voies du droit sur ce domaine-là. We need a whole new way of thinking. Une force vive se dresse et nous sommes cette force vive. Que notre grande démonstration d'aujourd'hui serve d'ultimatum. Je pense qu'il y a un changement d'air